Bon, je vais répondre à vos questions concernant l'expatriation et ce qui se passe au niveau fiscal parce que tous les jours des emails dans ma boîte. C'est sûr que la situation s'est considérablement modifiée. En fait, elle est en train de se modifier. Au 1er janvier 2018, je sais plus, il y a 40 pays qui vont devoir déclarer les comptabilités des sociétés. Déclarer les comptabilités non pas de l'actionnaire ou du nominé, mais de l'ayant droit économique. Aujourd'hui, quand on ouvre une société à l'étranger, on est obligé de... Généralement, les banques, au moment de l'ouverture du compte, réclament de connaître l'identité de l'ayant droit économique, c'est-à-dire qu'in fine, qui contrôle le business. Donc on n'est plus dans toute la paperasserie avant qui servait de société dite écran. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'identification des ayants droit économiques. Et donc une fois que cet ayant droit économique est identifié, son lieu de résidence fiscale est identifié, et au 1er janvier 2018, les informations des comptabilités des sociétés dites écran partent en automatique au service des impôts du pays de résidence fiscale, donc de la personne physique. Voilà, donc tout ça, ça agite beaucoup de monde, on est tous paumés, on a eu pas mal gambergé pour comprendre ce qui se passait, comment la jouer. Donc aujourd'hui, je peux vous en parler plus clairement. D'abord, je sors cette semaine de 10 heures de compliance bancaire avec avec ma banque au Costa Rica. Je suis à peu près au bout, j'étais clearé, mais ça a été assez épique. Donc aujourd'hui, tout le monde est vraiment tendu, ils m'ont envoyé faire des documents qui n'existaient pas, enfin tout le monde fait un peu n'importe quoi parce que tout le monde panique. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que dans le passé, comment ça se passait? Dans le passé, vous aviez... Moi, je suis plutôt content de tout ce qui se passe. Hein. Je trouve que ça va dans un monde, dans le sens d'un monde plus juste. Même si les Américains sont derrière, il n'y a même pas 2 secondes d'hésitation à avoir. Je vais vous en parler de ce qu'ils ont fait. Ça va vraiment vers un monde plus juste. Donc autrefois, c'est-à-dire avant 2016, il existait tout un tas de gens. Donc pour moi, il y avait 2 catégories de tricheurs. Vous avez tous les gens... Si vous voulez, en fait, il y a pas mal de Français qui ne comprennent pas du tout ça, c'est pour ça qu'ils vont voter, parce que je pense que s'ils savaient comment ça marchait réellement, ils seraient beaucoup moins nombreux à voter. Là, on a vu les premiers résultats, 80% de gens qui votent aux élections présidentielles en France. On se dit qu'il y a vraiment de la méconnaissance de la situation. Donc aujourd'hui, les systèmes, dans tous les mondes entiers, les systèmes sont organisés avec la collecte d'impôts. Ça varie entre 30 et 70% en Italie, 66% en France. À travers toutes différentes couches, il y a 200 taxes environ sur les sociétés, le travail, le salariat, l'impôt sur le revenu, et puis tous les impôts indirects comme la TVA, l'essence, la télé, le machin, le bordel. Vous payez les taxes partout, dans tous les sens. Et donc en fait, tous ces pays sont organisés pour collecter par la force policière, la brutalité policière, il faut quand même le rappeler. Donc collecte de l'argent, et on vous dit que cet argent va servir au bien-être de la collectivité, ce qui est complètement faux, archi faux. On ne sait pas combien, mais de manière certaine, 10, 20, 30, 50% de tout l'argent collecté est en fait détourné sous forme de corruption et dépensé. Prenons l'exemple de la France, puisque vous le connaissez comme moi, le PIB fait 1800 milliards par an. Aujourd'hui, le budget de l'État, c'est 300 milliards, un peu plus de 300 milliards. Vous avez un déficit, ce qui fait qu'on est autour de 400 milliards. Et derrière, en fait, les prélèvements globaux de taxes diverses et variées se montent à 66%, donc ce qui représente 1200 milliards sur les 1800. Donc en fait, vous avez certes les régions à financer, etc., mais payer les gens, ça coûte pas si cher que ça. Payer les 10 millions de fonctionnaires, ça coûte du blé, et surtout qu'il y en a 5 millions en trop, mais ça coûte pas si cher que ça. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, y compris les gauchos qui votent comme des teubés pour leur boss, sans même comprendre qu'ils se font pigeonner, c'est que l'État français dépense, sur ces 1200 milliards, il va dépenser des centaines de milliards par an dans des trucs totalement inutiles. Et c'est là où a lieu le détournement en fait. C'est quand l'État achète à des sociétés privées des prestations de services, des produits, des biens, des machins, de trucs. Tout cet argent est cramé n'importe comment et chaque personne qui a un budget à dépenser se fait rétribuer pour choisir une entreprise par rapport à une autre. C'est de la corruption généralisée dans tous les pays. C'est même pas la peine de se dire qu'en France ou machin c'est plus propre, moins propre, qu'il y a des lois, etc. C'est complètement faux. Toutes les personnes qui sont confrontées à cette situation connaissent de A à Z le problème. C'est une corruption généralisée à tous les niveaux de l'État. Toute personne qui a un budget à dépenser se fait corrompre tôt ou tard pour se faire des petits... On peut les comprendre, les fonctionnaires sont payés 2000 € par mois. Si on peut prendre un ticket de 5 ou 10 000 dans un achat à une entreprise, ça met du beurre dans les épinards, on peut pas leur reprocher. Le problème c'est que ce process généralisé, on en arrive à une dépense fiscale qui est complètement gigantissime et insupportable pour la sphère privée. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tous ces gens qui étaient dans la corruption liée aux dépenses de l'État
À mon avis, tous les petits poissons, donc ils étaient obligés d'utiliser les paradis fiscaux, les sociétés écrans, etc. Donc tout ça, tous ces gens-là, ils vont commencer à avoir des petits soucis. Si vous n'avez pas un volume suffisant d'affaires, au minimum, allez, 300, 500 000, 1 million d'euros par an, c'est très compliqué de mettre en place des schémas aujourd'hui. Donc tous ces gens-là, ils vont être un peu coincés. Moi, je dis bravo. Ensuite, vous avez les requins au-dessus, donc tous les francs-maçons, toute la franc-maçonnerie qui pique tout en haut de l'État avec les politiciens élus, qui détournent des dizaines de milliards par an, tous les grands contrats, c'est des détournements pas possibles. À chaque fois, la presse esclave. Oh bah le contrat a été plus cher, les frais ont été plus chers que prévu par le contrat. Ouais, tu m'étonnes que les frais ils sont plus chers. Si on enlevait déjà la corruption, on tiendrait les budgets. Donc tous ces gens-là, à mon avis, bah, comme ils sont à coquiner avec le pouvoir en place et qu'il y a des listes de personnes qui sont jamais contrôlées fiscalement, bah, je pense que ces gens-là, ils vont continuer à piller la France. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à vous pigeonner, vous les salariés du privé. Donc ça, je pense que ça va pas changer. Et ensuite, vous avez tous les entrepreneurs qui soutiennent ce système de merde avec leur entreprise, qui crée des jobs, qui payent des taxes, des machins, qui nourrit le système socialiste et qui, n'en pouvant plus, utiliser le système des sociétés écrans, en fait, à l'international, dans tous les paradis fiscaux, pour rebalancer un petit peu, par le biais de contrats étrangers, la facturation étrangère, et rebalancer un petit peu leur comptabilité, de manière à récupérer un peu d'oseille non taxée, et d'alléger un petit peu la pression fiscale sur l'activité. Mais tous ces gens-là, ils vont être baisés. Là, demain, en janvier 2018, ils vont être baisés, parce que c'est fini, puisque les comptabilités vont se retrouver chez Bercy, et ils vont se faire taper sur les doigts. Donc pourquoi moi je suis content et pourquoi je jubile? Bah tout simplement parce que ces entrepreneurs qui soutiennent un système de merde, aujourd'hui ils vont devoir choisir, entre s'expatrier pour avoir un domicile fiscal physique en dehors de la France et donc ne pas voir leur comptabilité arriver chez Bercy, ou alors ils vont devoir déclarer intégralement tous leurs revenus mondiaux de leur activité sans passer par les prix de transfert et toutes les stratégies qu'on connaît, et donc ils vont se faire matraquer 2 fois plus, et donc ils vont se retrouver à produire et à se faire tondre littéralement à 66% comme on le sait. Et donc c'est tant mieux, parce qu'il vaut mieux, moi je suis pour que les entrepreneurs quittent la France et aillent produire ailleurs, puisque j'estime que la France c'est un système de merde pour les entrepreneurs, et je suis pas tout seul à le penser. Vous m'écrivez tous les jours pour me le confirmer, donc on est quand même un certain nombre à contribuer à la richesse du pays, enfin avoir essayé de contribuer puis avoir jeté l'éponge parce que les termes du deal sont pas acceptables. Donc ces gens qui étaient dans la zone grise, qui continuaient à soutenir, voilà, ils vont être obligés de prendre enfin une décision, soit d'arrêter de bosser. Il y en a plein qui réduisent leur volume de travail en disant bon, bah, ça sert à rien que je me casse le cul puisqu'on me pique tout, donc ils vont réduire leur volume de travail, ça va réduire la production en France, soit s'expatrier, ça va réduire la production en France, soit continuer comme des malades à bosser, à se faire tondre et à donner tout leur argent à la collectivité. Ça, c'est leur choix politique, ça les regarde, j'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Mais en tout cas, les évolutions actuelles vont, je trouve, vers dans une bonne direction, plus saine. Maintenant, comment on fait pour gérer sa situation personnelle à partir de 2018 ? C'est beaucoup plus basique qu'avant. Parce que je reçois, parmi tous les gens qui m'écrivent, je reçois au moins une demande par jour de personnes qui souhaitent rester en France et pas payer d'impôts ou réduire son impôt. Donc je pense que ces gens-là, ils ont rien compris, ils sont irrécupérables. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc aujourd'hui, si on veut pas payer d'impôt, il faut absolument s'expatrier pour déplacer son adresse physique. Donc comme on est en année 1 d'un nouveau système qui a été mis en place par les Américains, le système n'est pas parfait. Donc aujourd'hui, que ce soit Dubaï, Hong Kong, ils vérifient juste l'adresse physique de la personne. Il suffit que vous ayez une maison secondaire, voilà, à votre nom, dans un pays à fiscalité sympathique, vous vous déclarez dans votre paradis fiscal avec cette adresse secondaire. Moi, il n'y a personne qui est venu me checker si j'étais réellement, si ma vie était réellement à Bangkok ou pas aujourd'hui. À Dubaï, je sais que c'est la même chose. On vous convoque éventuellement, mais il n'y a personne qui vérifie concrètement. Vous pouvez tout à fait vivre en France, déclarer une maison, je sais pas, en Thaïlande ou n'importe où. Et à Hong Kong, les banques vont dire, à Hong Kong, l'administration fiscale pour l'échange automatique des informations en 2018, où les banques vont dire, bon ce mec-là, il vit dans tel pays, on balance pas en France, on balance dans l'administration fiscale de ce pays-là. Je doute que ces systèmes-là perdurent pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'à mon avis, on va aboutir très rapidement à un trafic d'adresses physiques pour représenter les Français qui veulent toujours pas quitter la France et qui n'ont toujours pas compris que c'est la fin du système. Donc, je pense que dans les premières années, parce que ça va être compliqué de mettre en place un contrôle mondial des adresses physiques, je pense qu'il va s'écouler 1, 2, 3 ans pour que ça se perfectionne.
Mais à terme, il ne faut pas se leurrer, on va direct vers un document qui s'appelle le Tax Clearance Certificate. C'est un papier délivré par le pays où vous résidez qui dit bah voilà, monsieur de repère paye ses impôts en tant que personne physique chez nous. Voilà, il a payé ces impôts là. Donc là, tous les Français qui trichent, dont je vous ai déjà parlé au début de cette vidéo, bah là ils vont être complètement baisés. Et leur seule alternative, ça va être soit de s'expatrier, parce qu'ils pourront produire comme Tax Clearance Certificate que celui qu'ils obtiendront en France. Et donc toute leur compta international offshore qui n'était pas fiscalisé va forcément arriver en France un jour ou l'autre. Je pense vers 2020, 2022, 2025. On ne sait pas combien de temps ça va prendre pour mettre tout en place. Mais il est clair que tout ça, c'est les dernières années. Et légalement, quand la France va vouloir taper un mec à partir de 2018, ça sera super facile d'aller le taper. Puisque, je vous rappelle, la règle, c'est que si vous êtes voyageur perpétuel et vous n'avez pas de tax clearance certificate dans un pays, bah c'est votre pays de naissance, c'est votre nationalité qui fait office de pays pour votre résidence physique fiscale. Donc pour la France qui va avoir envie de taper un mec en particulier parce qu'elle l'a agacé, genre un mec comme moi en train de couiner sur les impôts et les systèmes gauchos, c'est clair que c'est très très simple dans 6 mois d'éclater le mec. Donc la première étape, c'est de se déplacer dans un pays à fiscalité donc locale et non pas mondiale. Et il faut absolument, aujourd'hui, il y a encore un an, on pouvait s'expatrier dans un certain nombre de pays qui étaient sympathiques. Aujourd'hui, sincèrement, si vous êtes dans une expatriation dite économique, c'est-à-dire que vous avez un intérêt financier et fiscal à vous expatrier, il n'y a plus du tout le choix. Donc la shortlist est beaucoup plus small. C'est que des pays à fiscalité locale, c'est-à-dire qui s'intéressent qu'aux revenus que vous générez chez eux. Et qu'on n'a absolument rien à foutre pour l'instant des revenus que vous générez international. Donc il faut s'expatrier impérativement dans ces pays-là pour avoir une adresse fiscale de résidence fiscale personne physique clean. C'est la première étape. Ensuite, il y a un deuxième problème qui se pose parce que les Américains, pour niquer le monde, ils sont assez doués. Ils ont également en fait été voir les processeurs de paiement, ce qu'on appelle les gateway payment. Ils sont 3 dans le monde. Vous avez PayPal, vous avez des trucs comme PayPal ou Stripe, mais vous avez Mastercard ou Visa, vous avez American Express, allez, ils sont 5, 6, 7 les gros. Et donc les Américains ont été les voir, ils ont dit bah maintenant vous n'ouvrez plus de gateway si la société vers laquelle vous renvoyez l'argent facturé au client n'est pas dans le même territoire. Alors comme ça, un prix dit comme ça, au début on n'a pas percuté le danger, on n'a pas bien compris les tenants aboutissants, mais c'est après en fait qu'on a commencé, quand on a commencé à avoir le compliance bancaire sur le dos, c'est après qu'on a commencé à comprendre la logique des ricains, à quel point ils avaient été intelligents, ils ont scié un coup de maître hallucinant à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, avant, pour pas payer d'impôts, vous preniez une société offshore, ou donc dans un paradis fiscal quelconque, et puis vous facturiez à l'international l'argent de vos clients, donc en Mastercard, Visa, quand ils vous achetaient vos produits, quand ils payaient sur votre site internet, et puis vous récupérez l'argent dans le compte bancaire du pays, puis vous l'envoyez dans un autre pays, tout ça non fiscalisé, hop hop, pas administratif, c'était vraiment tranquille, j'avoue, c'était tranquille, c'était facile. Aujourd'hui, avec l'imposition de la territorialité de la gateway payment, en fait ce qui se passe c'est que votre société offshore, si elle a un contrat monétique avec une banque locale, elle perd son statut offshore. Elle est obligée de se fiscaliser, elle est obligée de payer de l'impôt sur les sociétés, puisqu'un contrat monétique implique une activité entre deux entités sur un sol identique, donc une banque et votre entreprise, alors vous ne pouvez plus dire que votre activité internationale n'a aucun rapport avec votre territoire, puisque vous avez une activité monétique, et donc du coup, vous perdez votre statut offshore et vous devez payer vos impôts. Donc aujourd'hui, pour localiser une société, même internationale offshore, il est impératif de prendre une juridiction qui taxe pas trop l'impôt sur les sociétés. Typiquement Hong Kong, c'est à 15% d'IS, mais vous avez l'Irlande, vous avez l'Estonie, vous avez même l'Angleterre qui est à 20%, qui a annoncé qu'elle allait baisser à 17% dans les années futures. Voilà, vous en sortez avec 15-20% d'impôts. Donc il y a une autre stratégie à partir de ça à dériver, je ne vais pas en parler publiquement parce qu'on rentre en zone grise, et ça je réserve ça à mes clients et puis je mets pas ça en zone publique. Mais grosso modo aujourd'hui, votre alternative c'est de payer entre 15 et 20% d'impôts sur les sociétés si vous êtes obligé de facturer vos clients par le biais de sites internet, des Mastercard, des Visa, du PayPal, de l'American Express. Et vous mettez dans un pays à fiscalité locale et là vous n'avez pas d'impôt sur les personnes physiques.
Donc voilà, donc 20% d'impôts, franchement, ça reste acceptable. Donc c'est moi ce que je recommande à tous les gens qui prennent contact avec moi. Voilà, donc les possibilités aujourd'hui sont nettement réduites. On peut plus choisir son pays comme ça. Avant, on avait 40 ou 50 pays pour s'expatrier. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus limité. On a une dizaine, quinzaine d'options internationales pour mettre en place un schéma économique. Ensuite, ce problème n'est valide, il faut comprendre que si vous avez besoin d'une payment gateway pour facturer des clients en e-commerce. Et je pense que les Américains ont fermé cette porte-là parce que tout le fric qui transite par le e-commerce est en train d'exploser petit à petit. Aujourd'hui aux États-Unis, le e-commerce représente 12% des ventes de détail, mais ça monte d'année en année de 1 ou 2%, sachant que c'est, je sais plus, la consommation américaine, c'est genre 2000 milliards ou 3000 milliards, donc 1% c'est 200 milliards tout de suite. Donc il est clair qu'il y avait un trou dans le système qui est passé de 6 à 12% en quelques années. Il était clair que on savait tous qu'il allait y avoir une réponse d'un État à un moment ou à un autre, parce qu'ils n'allaient pas laisser le bordel comme ça, perte de contrôle du monde. Voilà. Donc c'est bon, ils ont tiré leur shoot, donc on sait où ils veulent aller. Voilà, donc aujourd'hui on est obligé de se fiscaliser. Maintenant, si vous faites du direct invoice, c'est-à-dire si vous avez des clients en B2B par exemple, qui payent des prestations assez chères, et quand ils vous payent, ils vous font des virements bancaires, là vous pouvez tout à fait rester dans le système classique du offshore et facturer, puisque vous allez recevoir de l'argent international, vendre des prestations à l'international, et donc vous n'aurez pas un problème de contrat monétique, et donc vous n'aurez même pas besoin de mettre en place un gateway payment avec la territorialité, avec votre banque du coin. Donc vous êtes épargné. Voilà, donc c'est les deux cas de figure qu'il faut concevoir quand on organise son business aujourd'hui sur un plan fiscal. C'est ça qu'il faut réfléchir en premier. Dernier point en fait que je reçois assez souvent, les interrogations, ça concerne l'imposition du passeport. Donc aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a qu'un seul pays au monde qui impose le passeport, ce sont les ricains. Tous les autres pays au monde n'arrivent pas à mettre en place pour l'instant une imposition des passeports. Ça pose des problèmes juridiques a priori conséquents. François Hollande a essayé, il s'est tapé le conseil constitutionnel sur le coin de la tronche, ça a été retoqué. Voilà, donc aujourd'hui il y a des blocages juridiques majeurs. Après il faut toucher les constitutions pour pouvoir mettre en place une imposition des gens dans le monde entier en fonction de leur pays d'origine. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça si un jour, par exemple, le nouveau crétin qui est au pouvoir, Macron, par exemple, se dit tiens, je vais imposer les Français en fonction de leur passeport. Qu'est-ce qu'on fait? Là, en fait, on rentre dans des... Là, on fait un peu de l'anticipation parce que ça va pas arriver demain. Néanmoins, on peut penser que c'est à horizon 10 ans, tout est possible, ou à horizon 15 ans. Donc deux choses. Le premier, c'est que les pays qui proposent des passeports se multiplient. Donc il y a une offre que je surveille depuis un an et demi déjà, qui s'étoffe concernant l'acquisition de citizenship, donc de nationalité, avec un passeport qui vous permet de, donc qui n'est pas votre pays d'origine. C'est un peu bizarre au départ, c'est juste un concept. Dans le fond, on est c'est un peu chiant les perroquets. Hein. On est en fait, on est ce qu'on est. On dépend pas. C'est pas parce qu'il y a marqué Charles de Repère, passeport chilien que je suis chilien. Je suis né français. Notre culture, ma langue maternelle est le français. Bah voilà, je resterai français à vie. Donc si je me travaille dans le monde avec un autre passeport que le passeport français, dans le fond j'en ai un peu rien à foutre. Si ça m'évite de payer 50 ou 66% d'impôts et me faire encore une fois transformer en esclave, moi je préfère avoir un nom différent marqué sur mon passeport plutôt qu'être un esclave à casse-pattes devant le pouvoir socialiste et me faire tondre. Voilà, moi je trouve que c'est insupportable, je trouve que ça m'indigne. Le niveau des impôts est inacceptable dans mon état d'esprit et pour mes valeurs personnelles. C'est inacceptable ce que fait la France aujourd'hui à 2 tiers d'imposition sur la création de valeur des entrepreneurs. C'est pas possible. Donc il faut être prêt. Je pense qu'il faut anticiper, il faut commencer à se préparer, réfléchir. Même si, alors là, on a au moins 5 ans pour prendre une décision à acquérir un deuxième passeport. Donc moi, ça fait 1 an et demi que j'y réfléchis. Pour de très nombreuses raisons, parce que c'est quand même important, c'est une décision importante qui prend en compte de nombreux facteurs. Moi je suis à 95%, j'ai pris en contact avec les avocats, j'ai encore un contact hier, je suis à 98% maintenant, proche de finaliser mon choix. Et donc je vais rouler ma bosse pour le Panama, je vais me lancer une procédure pour devenir citoyen du Panama sur un horizon de 5 ans en fait.
Donc au début j'aurai un double passeport, et puis bah, si la France part en couille, ce qui est quand même pas impossible, et ben je ferai un abandon de nationalité française. Voilà, donc c'est un peu extrême la position sur les passeports, mais il faut savoir que les fonctionnaires du monde entier n'ont jamais réussi à casser le système international de la fiscalité. Donc les Américains ont été assez malins pour se dire que, vu l'incapacité des fonctionnaires à produire quoi que ce soit comme résultat dans le domaine, ils allaient charger les banques, donc secteur privé, de faire le boulot à la place des institutions. Donc je rappelle que les institutions sont payées par les impôts de la sphère privée, des salariés du privé, et comme elles sont pas capables de faire le boulot, elles sont en train de sous-traiter ça aux institutions privées. Donc ça manque pas de piquant, parce qu'une énième fois on voit que les fonctionnaires sont des bons à rien, et que sans les intervenants du système capitaliste privé, on n'obtient pas de résultats. Toujours est-il que maintenant qu'ils ont réussi à mettre en situation de dépendance le système bancaire, le système bancaire est politisé et devient le chien de chasse de tous les services fiscaux du monde entier. Ça posera aucun problème, à mon avis, de taxer les passeports à horizon 5 ou 10 ans, une fois qu'ils auront bien verrouillé le système d'échange d'informations automatiques par rapport aux adresses des personnes physiques. Je pense que l'étape suivante, effectivement, ça va être de fiscaliser l'adresse de naissance. Donc il faut quand même se préparer. Voilà, donc pour finir, en fait, dans la vie, il n'y a pas que le fric, ça je sais bien, je suis le premier placé à le savoir. Pour le savoir, une expatriation, parce que alors je vois tellement d'échecs, il faut comprendre que l'envers du décor, donc certes, si vous restez en France, vous vous faites tomber. Je pense qu'en France aujourd'hui, ça sert à rien de travailler, il vaut mieux se foutre salarié, rien branler, trouver un petit job peinard à 2000 € par mois, et il vaut mieux rien branler. Ça sert à rien de toute façon. En fait, de toute façon, dès qu'on dépasse la barre des 3000 €, on est tellement fiscalisé. L'heure de travail supplémentaire, l'heure d'énergie, l'heure de productivité supplémentaire n'est jamais rémunérée. Ça coûte trop cher. Donc si vous restez en France, à mon avis, le mieux c'est de renoncer à sa carrière professionnelle et se la jouer cool. Essayer de se trouver des hobbies, des machins, mais il faut abandonner tout espoir de faire du pognon. Quand je les vois s'agiter sur le net en France pour vouloir faire fortune en France, je pense que les mecs ils ont pas bien compris, ils sont en train de regarder les chiffres avant impôts, parce qu'ils ont pas bien calculé l'histoire des impôts. Effectivement, il y a encore quelques portes de sortie dans l'immobilier, quelques rapports de sortie sur un horizon de 20 ou 30 ans, en gérant les niveaux de taxes qui sont pas du tout garantis à horizon de 15 ou 30 ans, contrairement à ce que les gens pensent. Donc ils sont en train de faire des plans sur la comète aujourd'hui, sachant que rien n'empêche que dans 5 ans, les durées soient modifiées. Vous savez comme moi, ça change tous les 4 matins, cette histoire de durée et de niveau de taxes. Mais admettons que dans l'immobilier, il subsiste encore quelques portes de sortie pour éviter que le système se casse complètement la gueule. Dans l'économie réelle, je veux dire la vraie réalité, où on produit des biens, des services, on les vend aux consommateurs, et puis il y a des salariés qui travaillent, qui gagnent de l'argent pour pouvoir consommer et faire tourner la machine. Parce que c'est eux qui nourrissent l'appareil économique. Dans cette économie réelle, aujourd'hui, ça sert à rien d'être un intervenant en France, ça vaut vraiment pas le coup. Il vaut mieux renoncer, à mon avis, en termes de choix de vie, et se la jouer peinard avec un hobby, voilà, sa femme, sa famille, ses enfants, ses amis. Il vaut mieux rien branler. Franchement, c'est le meilleur des calculs. Maintenant, si vous êtes énervé, si votre carrière professionnelle ou si gagner de l'argent, vraiment ça vous plaît, ça vous passionne et vous voulez vraiment vous éclater là-dedans, il est évident qu'une expatriation à partir du 1er janvier 2018, elle est presque obligatoire. Elle n'est pas 100% obligatoire, mais elle est presque obligatoire. Sinon, vous allez passer 30 ans pour construire un résultat que vous allez mettre 15 ans ou 10 ans à avoir dans un pays à l'international, sans le système socialiste français, communiste, voilà. Donc, si vous voulez vous expatrier, j'ai quand même 2-3 trucs à vous faire savoir, parce que je suis au carrefour, je profite de toutes mes vidéos, toujours pour vous remercier. Tous les jours, je reçois 1 à 5 témoignages de vie, de stratégie de vie. Ça m'enrichit, ça enrichit mon nombre d'occurrences, ma base. J'ai une vision de plus en plus large, puisque maintenant, il y a des milliers de témoignages qui sont arrivés. Et ça me permet de réfléchir au plus près de la réalité. Et c'est un peu le problème quand on est isolé, c'est qu'on ne se rend pas compte du monde, quoi, et des différences de situations, des cas personnels, voilà, avec des centaines de mecs qui sont dans un cas de figure et centaines de mecs dans un autre cas de figure. Voilà. C'est compliqué de se rendre compte. Et grâce à vos témoignages, ça me permet vraiment, à mon avis, j'ai vraiment modulé ma manière de penser, parce que je me suis rendu compte à quel point on était tous diversifiés, à quel point il y avait quand même des différences. Parmi tous ces témoignages, les expatriations, il y a quand même 2 grandes. Il faut quand même réfléchir avant de partir, il faut quand même réfléchir à son coût. Il y a quand même 2 sources énormes d'échecs. Le premier, c'est que les gens partent
en n'étant pas armés économiquement. Donc ils partent avec des idées complètement loufoques que seuls des Français peuvent entretenir avec un système communiste. Ils sont complètement coupés des réalités. Je vous donne un exemple, j'ai une formation là qui s'est vendue, je sais plus, on doit être à 700 exemplaires sur s'enrichir quand on a déjà 25 000 euros. Dedans, la base de l'enrichissement, j'en parle, c'est la base de l'économie mondiale depuis 200 ans. Pour s'enrichir, à part les actions et l'immobilier et les jeux de hasard, éventuellement, la voie où vous avez le plus de probabilité de vous enrichir, c'est en créant un service, donc en produisant, en devenant producteur, en arrêtant de consommer de manière passive, en devenant producteur, en proposant quelque chose sur le marché des consommateurs et en le vendant, et c'est la marge qui, entre votre coût de fabrication et votre prix de vente, c'est cette marge qui va faire que vous allez vous enrichir. Si vous êtes doué commercialement, vous allez répéter les process, c'est ça qui va faire que vous enrichir, c'est pas compliqué. Et les gens sont restés, mais et moi aussi avec du coup, parce qu'il y a des centaines de gens qui n'ont même pas compris ce message-là. À quel point ça montre à quel point les Français sont coupés de l'économie capitaliste aujourd'hui. Ils comprennent même pas la base du capitalisme. La base, c'est celle que je viens de vous dire, qui se comprend en 2 secondes. Ils la comprennent même pas. Ils comprennent même pas que c'est l'outil principal pour s'enrichir, c'est celui-là. Donc quand ces gens-là partent fleur au fusil dans un pays s'expatrier où la culture est différente, la religion est différente, les gens sont différents, ils n'ont pas le même rapport au temps, à l'argent, à la loi, l'État n'est pas aussi présent, etc. Et qu'ils arrivent avec des idées économiques à la con complètement déconnectées à la réalité, mais qu'est-ce qui se passe à votre avis? Qu'est-ce qui se passe pour des centaines de milliers de Français sur les 3 millions d'expatriés? Mais il se passe qu'ils rentrent la queue basse, ils ont paumé tout leur fric, ils ont fait n'importe quoi, ils ont acheté des actifs n'importe comment, ils n'ont jamais réussi à mettre en place une manière de vivre et de tirer des revenus. Soit ils se sont mis à bosser en s'alignant sur les marchés du salaire local dans un pays en voie de développement. Donc un Français qui doit gagner 2000 euros, il se retrouve à gagner 700 $ par mois. Donc je laisse deviner le succès qu'ils obtiennent. Bref, il y a énormément d'échecs à l'expatriation par manque de compréhension, manque de culture, manque de préparation d'un projet économique derrière. Donc moi j'en ai un peu plus parlé dans la formation sur l'expatriation, j'en parle souvent parce que c'est une formation qui marche bien. Actuellement d'ailleurs il y a une offre moins 40% dessus, mais c'est pas des conneries, je veux dire c'est pas des conneries. Si vous niez la réalité économique, il n'y a pas que l'argent dans la vie, il n'y a pas que l'argent dans la vie, je me casse de France, mais moi il n'y a pas que l'argent dans la vie. Mais mec, quand t'enlèves l'État français qui est là pour te nourrir avec tous ces saloperies d'aide à la con, et quand t'as plus d'État, que tu te retrouves à l'étranger, que t'as pas une thune sur ton compte en banque et que t'as même pas assez de pognon pour rentrer en France, parce que c'est ça qui se passe par moment, et il n'y a pas que l'argent en vie, si. Là généralement les gens ils commencent à comprendre que l'argent c'est quand même assez important, c'est l'outil numéro 1 pour survivre, spécialement quand on va dans un système capitaliste normal non vérolé. Donc ça c'est mon premier conseil, c'est arrêter de prendre de sous-estimer l'importance de l'argent dans un projet mondial, parce que c'est super important. Et le deuxième gros problème qui se passe, et donc ça c'est une rigolade, mais enfin c'est quand même un problème majeur, et j'y étais aussi confronté, c'est que les couples explosent tout simplement, soit parce que il y a un des 2 personnes du couple qui a validé pour suivre son conjoint mais qui n'était pas convaincu puis qui a menti, donc ça c'est ce que j'ai expérimenté par exemple à titre personnel. Soit parce que le mec va s'expatrier dans un pays où les femmes couchent facile et donc il va péter une durite. Alors ça dans tous les pays émergents c'est un grand classique, donc la femme se retrouve trompée et puis elle finit par rentrer au bout de 5 ou 10 ans. En fait ce que je veux dire c'est que l'expatriation, sauf si vous expatriez, je sais pas, en Allemagne, en Angleterre, c'est la même histoire qu'en France, mais si vous commencez à vous expatrier dans une destination, et notamment vous voulez optimiser votre projet économique et fiscal, donc vous choisissez un pays à fiscalité locale et non pas mondiale, vous allez forcément devoir taper dans des pays émergents qui sont beaucoup plus sport, mais qui sont beaucoup plus éloignés en termes de mode de vie que ce qu'on connaît en France. Et là, généralement, ça génère d'énormes tensions, d'abord d'énormes tensions d'adaptation et d'énormes tensions dans les couples. Et tous les non-dits, comment dire, un couple bancal peut survivre en France parce que l'environnement est doux et paisible, surtout si vous êtes vous n'êtes pas en situation à risque. Un couple bancal qui se ment et qui veut pas se l'avouer et qui part dans un pays émergent, on peut être sûr que ça pète partout. J'ai des histoires, j'en ai des centaines. Je parle même pas de la Thaïlande, parce que alors là, la Thaïlande c'est une blague. C'est des milliers de mecs qui font n'importe quoi. Enfin, on en voit. Des reportages commencent à sortir, voilà. Mais
le couple, l'histoire du couple dans le domaine de l'expatriation, si vous êtes un mec, parce que généralement 80% des gens qui me regardent sont des mecs, donc on va se parler entre mecs, hein, désolé pour les 10% de madame qui se sont perdus sur mes vidéos, mais si donc entre mecs, je vous le dis, le maillon faible dans l'expatriation la plupart du temps, si votre femme a moins de 40 ans, bah, c'est votre femme. Donc si vous aimez vraiment votre femme, ça va être quand même un dilemme. C'est prendre un risque majeur de tenter une expatriation. Voilà, c'est l'argent contre la femme. Si vous avez l'argent et la femme en même temps, bah, c'est le paradis. Ce qui se passe réellement sur le terrain, c'est que voilà, il y a un moment où il faut souvent choisir entre sa femme ou son pognon. Voilà, donc je vous le dis. Voilà, donc des réflexions comme ça stratégiques à réfléchir avant de partir et s'expatrier, bah, c'est ce que j'essaie de mettre dans ma formation, toutes les conneries possibles imaginables. Pour la fiscale et juridique, bah, je pense que je vous ai résumé, vous avez à peu près la logique générale dans cette vidéo. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc je mets le lien de ma formation expatriation dessous la vidéo, et arrêtez de me poser des questions sur Charles, je veux m'expatrier, je veux rester en France, je veux pas payer d'impôts. Arrêtez de m'envoyer ça, j'en ai marre. Franchement, je vous le dis en toute sincérité, j'en ai marre. J'aime bien les témoignages, mais pas ça n'existe plus. Voilà, je réponds une bonne fois pour toutes, ça n'existe plus. Dans janvier 2018, on peut plus vivre en France et niquer le fisc français. C'est le fisc français qui va vous niquer. Et très rapidement à mon avis, voilà. Donc et je remets une couche parce que c'est pas très clair, mais c'est pas parce que vous êtes voyageur perpétuel et vous êtes déclaré nulle part que le fisc français va pas vous considérer comme français et assujetti à l'impôt français. Ça, il faut vraiment en prendre conscience qu'il y a probablement 1 million de mecs qui se trimballent sur les plages du monde entier actuellement, 1 million de Français qui se trimballent sur les plages du million, voilà, dans tous les pays du monde entier, et qui changent de pays, voilà, qui sont déclarés nulle part. Ce système-là va rapidement prendre fin. C'est ce système-là qui veut l'éclater, l'OCDE, les ricains, etc. Et les outils qui sont mis en place sont sérieusement burnés. Je veux dire, les banques, là, encore une fois, je viens de passer 10 heures de compliance. Par le biais des banques, ça va devenir très très compliqué. Donc il y a des gens en fait qui prennent le fisc français pour des cons. Donc en janvier 2017, vous avez déjà une première vague de pays qui a commencé les échanges automatiques. J'ai commencé à recevoir dans ma boîte email des témoignages de mecs qui s'étaient fait exploser la tronche à l'international, voilà, avec les échanges automatiques. Si vous êtes voyageur, si vous achetez un visa, un visa VIP Thaïlande par exemple comme j'ai actuellement, c'est pas une résidence fiscale, je n'ai pas de tax clearance, voilà, je le dis officiellement parce que j'ai encore 6 mois devant moi et dans 6 mois j'en aurai une. Mais aujourd'hui je n'ai pas de tax clearance certificate dans les mains par le biais de la Thaïlande qui m'a vendu un visa. Il ne faut pas confondre l'immigration et la fiscalité des personnes physiques. Ça c'est une erreur qui est énormément commise dans tous les emails que je reçois. C'est deux choses qui n'ont rien à voir, qui sont complètement différents légalement. C'est pas parce qu'un service d'immigration vous donne le droit de visiter un territoire, c'est pas parce que vous commencez à louer une baraque à y résider que vous allez obligatoirement obtenir un statut de résidence fiscale physique dans ce pays. Ça implique c'est une autre démarche et c'est pas vous n'allez pas au ministère de l'immigration pour vous mettre d'équerre avec votre situation fiscale. Vous le savez comme moi en France, vous avez un ministère des impôts du budget qui est à Bercy et vous avez un ministère de l'intérieur qui gère l'immigration et c'est deux entités qui n'ont rien à voir. Actuellement, il y a d'énormes mélanges, des énormes comment dire, les gens mélangent les deux et comprennent pas que l'un et l'autre c'est complètement différent et qu'il faut régler les deux problèmes en même temps. Et c'est pas parce que vous réglez votre problème de l'immigration que vous allez régler votre problème fiscal. Et donc qu'est-ce qui se passe? Et ben la France, c'est normal, il faut comprendre un peu les inspecteurs d'impôts. Un mec qui est là, qui est pété de thunes, qui est en train de dire je t'emmerde connard avec mes millions, tiens regarde tu les auras jamais, je te pisse à l'arrêt parce que je suis à l'étranger, c'est fini. Si le mec il paye nulle part et qu'il s'est pas déclaré et qu'il n'a pas constitué un statut fiscal personnel, et il y en a qui se sont fait choper et puis après c'est évidemment ils pleurent. Donc quand la France vous chope au niveau des impôts, vous le savez comme moi, ça éclate tout le monde et ça fait assez mal puisque je crois que ça monte encore aujourd'hui à 80% de pénalité. Voilà, donc les mecs, on peut pas d'un côté vouloir les énerver, je t'emmerde et tout, je paye pas, et de l'autre côté quand on se fait prendre, on peut pas, voilà. Donc c'est quand même des histoires sérieuses à prendre en compte. Voilà, donc j'espère que ça vous inspirera, ça vous aidera à mettre en place une démarche. Je vous dis à bientôt.